Ok, voilà. Donc, bien entendu, juste un rappel rapidement, la migraine est une céphalée donc paroxystique, ça vient par crise, il est vasculaire et puis donc il est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Dans les études, on parle de 12 à 15%, et on peut aller jusqu'à 20%. C'est plus de 5 000 millions de migraineux en France, avec un caractère familial et une prédominance féminine importante et une évolution qui est très variable. Pourquoi cette évolution est variable? Cette évolution est variable parce que il y a des différents facteurs qui déclenchent les crises et qui vont être qui vont jouer un rôle dans la sévérité de la migraine. Plus qu'on est influencé par les facteurs qui déclenchent les crises, plus notre migraine va être sévère. Si par exemple l'alimentation avec tout ce qui contient de la sérotonine, notamment le fromage, l'alcool ou tout ce qui est repas lourds ou gras, va déclencher donc des migraines. Si également le sommeil et la rupture de rythme de vie nous déclenchent, ainsi que les hormones, ça veut dire que notre migraine, il est plus sévère que les autres migraines. Et ça va avoir une influence à la fois en termes d'impact sur la qualité de vie, également en termes de prise en charge thérapeutique. Plus qu'on a une migraine sévère, plus la prise en charge va être plus importante et les moyens thérapeutiques qui vont être mis en œuvre, ils sont également plus importants. Mais surtout, la reconnaissance des facteurs déclenchants, c'est aussi une possibilité de prévenir les rythmes de vie. Je rappelle, bien que ce ne soit pas le sujet aujourd'hui, les différents facteurs de risque, les différents facteurs de déclenchement de crise. Quelles sont les choses qu'on peut éviter? Tout ce qui vient de l'alimentation, on peut éventuellement l'éviter, même s'il y a un impact sur la qualité de vie de ne pas boire de l'alcool, parce que c'est quand même à la fois, il y a le plaisir, il y a aussi le plaisir social de partager avec les autres. Donc, c'est quand même un prix important qu'on paye en se privant de ça. Mais il y a également de se priver de chocolat ou de fromage ou également de certains aliments propres à chacun pour déclencher les crises. Mais c'est possible de prévenir les crises par le biais de modifier son alimentation. Également, les ruptures de rythme de vie vient avec essentiellement deux systèmes. Le système donc sérotonine qui est responsable du sommeil. Il faut savoir que quand on dort beaucoup ou quand on dort peu, on peut déclencher des crises de migraine. Ça dépend évidemment des personnes. Je vais expliquer pourquoi le système sérotonine déclenche des crises de migraine et comment on peut éviter ça. Également, dans les ruptures de rythme de vie, on a le système adrénaline qui intervient, ce qu'on appelle dans la rupture de rythme de vie, c'est les migraines de week-end ou les migraines de début de vacances. Tout d'abord, alors le système sérotonine, quand on dort, pour dormir bien, pour avoir une très bonne qualité de sommeil, il faut dépenser de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est comme l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aller dans un hôtel. Donc il faut payer votre sommeil avec de la sérotonine. Donc si vous dormez trop, vous consommez trop de sérotonine et vous modifiez votre métabolisme, votre chronobiologie. Si vous dormez peu, vous consommez moins de sérotonine, vous avez de la sérotonine qui s'accumule au niveau cérébral. Et on sait très bien que la sérotonine est impliquée dans le déclenchement de la crise de migraine parce que le nerf trigeminal qui déclenche les crises, son langage est de la sérotonine. Il communique avec les vaisseaux avec la sérotonine. Donc, quand on modifie ce système-là, ce métabolisme-là, en mettant trop ou peu de sérotonine par rapport à notre habitude, à notre niveau habituel, on déclenche des migraines parce qu'on intervient, en fait, on provoque au niveau de nerfs trigeminaux des modifications chronopharmacologiques qui va induire des crises de migraine. C'est par ce mécanisme-là que la sérotonine
déclenche des migraines de rythme de vie en modifiant les heures de sommeil. Le deuxième système qui intervient quand on est en rupture de rythme, quand on change nos habitudes de sommeil, on dort avant ou après, c'est le système adrénaline. Le système adrénaline, comment ça intervient? L'adrénaline, tout simplement, c'est l'hormone du stress, l'hormone de l'activité. Dans la semaine, vous dépensez trop d'adrénaline quand vous êtes dans votre travail et le week-end, vous lâchez votre stress, donc vous baissez votre déclenchement d'adrénaline. Et donc, cette rupture brutale dans le métabolisme de l'adrénaline va provoquer des crises de rythme de vie. C'est typiquement les migraines de vendredi soir. Dans la semaine, vous êtes sous la pression du travail. Le vendredi, vous sentez que c'est fini. Vous n'avez pas changé votre système de sérotonine parce que vous n'avez pas encore dormi. Il est 19h, 20h du vendredi soir. Et là, vous sentez que la pression de travail est tombée. Et là, vous mettez à faire vous commencez à avoir une crise parce que votre système adrénaline a lâché la vasoconstruction qu'il exerce au niveau des artères. Vos artères sont dilatées et là, vous commencez à avoir votre crise de migraine. Si vous faites votre migraine le samedi matin, après une grasse matinée, là, c'est le système sérotonine qui a intervenu. Donc, les migraines de rupture de rythme, là, j'ai pris comme exemple le week-end, peuvent faire appel aux deux systèmes, le système sérotonine et le système adrénaline. Donc, c'est très important de faire un diagnostic, savoir quel système est défectueux chez moi. C'est plutôt la sérotonine ou l'adrénaline, parce que comme on va voir plus tard, on va avoir un impact direct sur le plan thérapeutique. À la fois, il y a l'impact sur le changement des habitudes, c'est-à-dire si je fais une grasse matinée, malheureusement, je dois un peu sacrifier une partie de ça, je dois essayer de me réveiller à la même heure, que ce soit week-end ou semaine, et me coucher également à la même heure, que ce soit week-end ou semaine, pour éviter ces ruptures de rythme de vie liées au système sérotonine et au système adrénaline en même temps. Donc, ça, c'est le plan d'hygiène de vie. Mais sur le plan thérapeutique, moi, j'ai décrit des types de migraines et je parle de la migraine en tant que syndrome. Il y a le type 1 qui est le type adrénergique, donc ces fameux migraines de week-end, ces fameux migraines liées au stress. Il y a le type B qui est le système sérotonine, sérotonine par le changement des heures de sommeil et par l'alimentation qui intervient également dans le système sérotonine. Le type C, c'est le type purement hormonal. Ce sont les migraines des règles qui touchent à peu près 60% des femmes migraineuses. Et le type D qui est assez proche de la fibromyalgie, qui est le type de migraine mélangé à des céphalées de tension musculaire, ce qu'on appelle les migraines chroniques chez les anglo-saxons, où les jours de migraine dépassent 15 jours par mois. Donc, je reviens maintenant au type 1, au type B qu'on a vu pour les ruptures de rythme de vie. Rupture de rythme de vie due au lâchement du stress au moment de week-end ou le système sérotonine par les modifications de rythme de sommeil. Donc, dans le type A, je vais plutôt donner des bêta-bloquants, les bêta-bloquants qui interviennent sur le système adrénaline. Dans le type B, je vais donner des molécules antisérotonine, un peu comme le Nocertone ou le sang migrant qui intervient. Donc, c'est très important quand je fais un diagnostic, à la fois éviter les facteurs qui déclenchent ces ruptures de rythme, mais aussi aider le médecin à pouvoir savoir dans quel type de migraine vous êtes. Est-ce que vous êtes type A ou type B? Est-ce qu'on peut optimiser le traitement médicamenteux qui vient traiter ça si on ne peut pas le faire via le changement d'habitude? D'ailleurs, pour les règles de prescription de traitement de fond, on peut passer par deux règles. La première est transformer les effets indésirables en effets désirables.
et la deuxième à partir des facteurs déclenchants qu'on vient voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire transformer effet indésirable en effet désirable dans notre contexte? Si mes problèmes de sommeil si mon problème de stress s'accompagne avec une tachycardie et des migraines de week-end et des manifestations de stress, je vais utiliser volontiers des bêta-bloquants. Et si mes problèmes de migraine viennent parce que j'ai une insomnie et cette insomnie, elle est chronique, je n'ai pas pu la régler par des moyens naturels ou par tout simplement changer mes habitudes, et je veux un traitement qui n'induit pas d'accoutumance ou de troubles de mémoire, je vais volontiers utiliser la métriptyline ou l'aroxyle parce qu'il agit sur l'insomnie et parce qu'il permet justement, en agissant sur l'insomnie, de régler ces problèmes de rupture de rythme et également agir sur les extrémités impliquées dans la migraine. Donc, je vais pouvoir traiter l'insomnie sans créer une dépendance, sans créer des effets indésirables, sans altérer ma mémoire et en même temps traiter ma migraine et éviter ces ruptures de rythme de vie. Voilà comment on peut utiliser des effets indésirables, parce que l'insomnie, ou en tout cas la somnolence dans le cas de l'aroxyle est un effet indésirable, la bradycardie est un effet indésirable des bêta-bloquants. Je vais l'utiliser plutôt comme un effet désirable afin d'améliorer, optimiser mon traitement de fond de la migraine. Et donc, via les 4 sous-types de la migraine, on les a déjà vus avant avec le sous-type adrénaline et sérotonine. Voilà ce que je peux vous dire sur les rythmes de vie. Et puis, donc, merci de votre attention et le tour est à vous pour les questions. Alors moi, pouvez-vous supprimer le partage d'écran? Ce sera plus agréable. Oh. Toujours sur la flèche en bas au milieu. Ok. Sur les flèches. La verte au milieu. Ouais, il faut que juste... Ouais, ok. Donc, supprimer, arrêter. Ok, voilà. C'est bon? Voilà, ok. Comment dire, vous avez très bien, enfin, je vous remercie d'avoir expliqué le problème de sommeil, trop, pas assez, de ces rythmes. Par rapport au repas, qu'est-ce que vous... Bon, là, vous avez parlé de l'alimentation en elle-même, mais par rapport aux horaires de repas? Par rapport aux horaires de repas, il faut... merci d'avoir posé la question, parce que c'est aussi un point très important. C'est comme on respecte également, comme on respecte les heures de sommeil et réveil, il faut respecter également les heures de repas. Parce que retarder un repas chez certains patients qui présentent des migraines peut également déclencher des crises. Donc, il faut manger toujours... bon, d'abord, je dirais une chose avant tout, pour les facteurs déclenchants, il faut savoir, est-ce que je suis dans cette catégorie-là? Parce que, par exemple, on a parlé du vin, mais il y a des migraineux qui ne présentent pas de crise de migraine avec le vin. Donc, il faut savoir d'abord dans quelle catégorie je suis. Est-ce que cette rupture de rythme de vie me déclenche de crise ou non? Je reviens maintenant au repas. Il y a si je remarque que retarder un repas, ça va me déclencher une crise de migraine, il faut respecter toujours le fait de manger aux mêmes heures et même boire aux mêmes heures. Parce que le fait de ne pas boire peut également déclencher des crises de migraine. C'est le cas des jeunes qui jeûnent pour des raisons religieuses, par exemple. Le fait de ne pas boire de l'eau peut absolument déclencher des crises de migraine. J'ai entendu dire que c'était à cause d'une légère hypoglycémie qu'on peut déclencher des migraines si on ne suit pas les rythmes. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à part l'hypoglycémie qui rentrent en jeu? L'hypoglycémie est probablement, comme l'alimentation, doit avoir un rôle de l'hypothalamus dans la régularité des rythmes qui fait que
pas seulement la glycémie, mais ça doit être aussi les autres neuromédiateurs, notamment aussi la sérotonine qui intervient dans le sang. Et l'hypoglycémie joue un rôle important également quand on retarde dans le repas. Mais le fait de manger aux mêmes heures fait que notre cerveau est stimulé à la même heure. Et quand on ne le stimule pas, ben, ça fait un peu comme changer l'ordre de sommeil. Pour continuer dans cette réflexion-là, il y a une personne qui dit que son neurologue lui a conseillé d'essayer un jeûne de 12-16 heures pour soulager son foie. Mais qu'elle remarque que ces migraines sont plus fortes quand elles sont déclenchées par des repas tardifs. Donc, elle voulait savoir votre position sur le jeûne en rapport au foie. Ce n'est pas vraiment scientifique. Ceux qui pratiquent des jeûnes comme ça n'a jamais été prouvé. D'abord, il faut savoir est-ce que j'ai un problème au niveau hépatique, parce que sur 10 personnes qui disent qu'il y a un problème de foie, il y en a un qui a réellement un problème de foie documenté sur des examens. C'est des concepts un petit peu mélangés, populaires et médical. Donc, c'est pas très clair comme concept, avoir un problème de foie. Maintenant, le concept de jeûne pour désintoxiquer est quelque chose qui est pratiqué beaucoup. Dans le cas de la migraine, je crois qu'il y a un effet plutôt négatif. On a vu que retarder un repas, ça déclenche des crises. Donc, ça ne peut pas être bénéfique pour la migraine. Il faut savoir que par rapport au régime ou aux modifications alimentaires, en dehors évidemment de facteurs classiques comme supprimer l'alcool ou le chocolat pour ceux dont les migraines est déclenchée par ça, il y a le fait de ne pas manger des protéines de vache ou des protéines un peu lourdes qui a été décrite comme étant quelque chose qui améliore les migraines. C'est à essayer chacun. Mais certainement, faire un jeûne de 12 heures n'est pas bénéfique pour la migraine. Okay. Il y a une personne qui demande par rapport aux migraines hormonales, quelle est l'efficacité d'un traitement hormonal? Donc, dans la catégorie C que vous avez nommée, il y a les personnes qui sont plus dépendantes au niveau des hormones. Est-ce que, voilà. Comme j'ai dit, 60% des femmes migraineuses ont des migraines au moment des règles. Donc, la première question à se poser d'abord, est-ce que j'ai des migraines au moment des règles? Parce qu'il y a aussi la moitié de celles qui ont des migraines au moment des règles, ils ont également des migraines au moment de l'ovulation. C'est 2 fois moins fréquent qu'au moment des règles. Donc, 30% des migraineuses, ils ont des migraines à la fois règles et ovulation, et 30 autres %, ils ont uniquement autour des règles. Maintenant, la réponse est oui, je fais des migraines au moment des règles. Donc, deuxièmement, est-ce que j'ai envie de prendre une pilule? Parce que probablement, il y a certaines qui n'ont pas envie, ou qui ont envie plutôt d'avoir des stérilés. Donc, si la réponse oui, j'ai envie d'avoir une pilule, là, avec ces deux conditions réunies, implique de commencer à essayer une pilule progestative mini-dosée. Parce que les progestatifs hautement dosés, ils sont actuellement interdits pour risque de méningiome. Donc, les microdosés ne posent pas de problème. Il y en a notamment 2 connus qui sont la Cerazette et l'Optimizette. Donc, si je veux prendre une pilule et si ma migraine est déclenchée au moment des règles, je demande à mon médecin de me prescrire une pilule progestative microdosée comme Cerazette ou Optimizette. Et puis, donc, il va y avoir 20% des femmes qui ne supporteront pas ce type de pilule parce qu'elles vont avoir des saignements sur plusieurs jours, pendant plusieurs cycles. Dans ce cas-là, je laisse tomber et je ne prends pas d'autres types de pilules. Je prends plutôt, si je veux une mode de contraception, j'essaie de prendre un stérilet. Donc, est-ce que le stérilet avec hormones modifie les migraines cataminiales? La réponse est non. Il n'y a que la pilule progestative mini-dosée qui permettent de supprimer les migraines des règles. Maintenant, j'ai des migraines des règles, mais j'ai aussi
des migraines en dehors de règles, par exemple alimentation, troubles de rythme. Est-ce que de prendre la pilule va me supprimer toutes mes migraines? La réponse est non. La pilule progestative va supprimer uniquement mes crises qui viennent au moment des règles ou au moment de l'ovulation, parce qu'avec une pilule progestative, je veux lisser le niveau hormonal dans mon corps tout le temps. Je ne prendrai pas d'estrogène, qui est une hormone assez négative pour les artères et qui déclenche des crises de migraine. Voilà ce qu'on peut dire sur les migraines kétaminiques. Merci. Mais je vais apporter une précision pour repérer si les migraines sont vraiment liées aux règles ou à la période qui précède les règles. Le seul moyen est de tenir un cahier journal et de noter au moins 3 mois de suite les dates de migraine, mais aussi les dates de règles. Oui, tout à fait, c'est très utile. Ouais. Et donc, il y a d'autres questions sur, par exemple, comment on se repère dans vos 4 types quand on a un peu de tout. Je pense que c'est la dernière, c'est la D, là, celle qui mélange un peu tous les types de migraines. Non, la D c'est autre chose encore. La D, en fait, c'est un mode assez sévère finalement. La D, c'est quand on a à la fois des migraines typiques, c'est-à-dire les douleurs pulsatiles, et aussi ce qu'on appelle la céphalétension musculaire, c'est une espèce de casque de pression au niveau de la tête, quand on a mal partout. C'est une migraine qui va être, les Américains et les Anglais appellent ça la migraine chronique. Moi, j'aime pas trop le terme migraine chronique, j'utilise plutôt la migraine mixte, la céphalée mixte, c'est-à-dire j'ai à la fois des migraines et des céphalétensions à la fois. C'est un mode sévère en fait. Mais quelqu'un qui a une migraine chronique ou une migraine ou une céphalée mixte n'a pas forcément des céphalées au moment des règles. Donc il y a à la fois ce type 4 qui est beaucoup plus fort que l'autre. Je m'étais inscrite toujours par le... Ah, attention, coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, en fait, voilà. Donc, le mode 4, il est beaucoup plus gênant que les autres modes. Pourquoi? Parce que il est souvent chronique. Les gens font 15 jours, 30 jours. C'est ce qu'on va voir dans les salles d'attente avec une histoire terrible de céphalée quotidienne depuis très longtemps. Il y en a beaucoup parmi Quand on mélange les modes, on va également tomber sur un mode encore plus sévère, parce que je fais pas seulement beaucoup de douleurs, mais également au moment des règles, également quand je bois de l'alcool. Ça, c'est les migraines terribles. C'est en fait plus qu'on cumule de types de migraines, plus notre migraine est sévère, plus que notre qualité de vie est détériorée et altérée. Oui, on connaît bien. Et le mode 4, c'est ce que j'appelle la partie supérieure de la fibromyalgie. Parce que dans la description de la fibromyalgie, il y a des douleurs autour de la tête également. Donc, en fait, la fibromyalgie, c'est un mode 4 plus douleur lombaire en bas, pas seulement la tête, en fait. Ouais. Donc, c'est un type 4 plus, quoi. D'accord. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai raté des questions. J'ai parlé des hormones du foie. Il y a quelqu'un qui disait qu'elle avait des névralgies d'Arnold et qui pourtant voilà, essayait d'avoir un rythme le plus strict possible, mais qui était quand même embêtée. Mais bon, c'est... et que notamment les triptans n'arrivent pas à faire passer sa migraine malgré tout. En fait, tout d'abord, pour la névralgie, il faut savoir que sur 10 diagnostics de névralgie d'Arnold, il y a un seul qui est vrai. Donc, il y a 9 personnes sur 10 qui pensent avoir de névralgie d'Arnold, mais qui n'ont pas de névralgie d'Arnold. Alors, ils ont quoi? Ils ont ce qu'on appelle une céphalée de tension musculaire. C'est-à-dire que la vraie névralgie d'Arnold, ce sont des décharges électriques au niveau occipital qui remontent devant. Donc, on a un point de départ, c'est un nerf qui s'appelle le nerf sous-occipital, qui est derrière, qui va envoyer une électricité qui dure quelques secondes, qui se répète à l'infini pendant des périodes de un quart d'heure, une demi-heure, et qui peut se répéter très souvent. Ça, c'est la vraie névralgie d'Arnold. Mais il y a beaucoup de personnes, les 9 sur 10, qui ont une espèce de casque, une pression autour de la tête et qui ont en fait en réalité
une céphalée de tension musculaire ou une migraine chronique et qui pensent avoir une névralgie d'Arnold parce qu'il y a un médecin leur a dit ça à un moment donné et qui ne connaît vraiment pas bien ça, ou parce qu'ils ont lu ça. Donc, maintenant, la vraie névralgie d'Arnold se traite avec plutôt des antiépileptiques ou des antidépresseurs à faible dose. La céphalée de tension, par le plus grand des hasards, que ce soit névralgie d'Arnold ou céphalée de tension, ils ont finalement des traitements assez proches sur le plan pharmacologique. Maintenant, par rapport si je fais une névralgie d'Arnold fausse ou pas fausse, les rythmes de vie n'interviennent pas là-dessus. Parce que les 9 personnes sur 10 qui pensent avoir une névralgie d'Arnold, donc notre patiente qui a posé la question, il a 90% de chances de ne pas avoir une névralgie d'Arnold. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Il a le type 4 en réalité. Et le type 4 n'est pas influencé par le rythme de vie parce qu'il ne porte pas sur sérotonine ou adrénaline. C'est un type à part. Donc, il a probablement un type 4. Et s'il avait une vraie névralgie d'Arnold, le 1 sur 10 avec des décharges électriques très typiques, pareil, ne sera pas influencé par les rythmes de vie. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Moi, je me demandais le café. On entend parfois le fait que la migraine du week-end peut arriver aussi parce que certaines personnes ont pris beaucoup de thé ou de café, donc théine ou caféine. Et puis le week-end, je ne sais pas, on arrête parce qu'on a moins d'occasions. Très bonne question. Merci d'être venu aujourd'hui. Ça, c'est très, très important comme question. Je dirais que c'est le point qu'on n'a pas abordé. Donc, le café est une question à part. Pourquoi? Parce que il faut savoir que on a pratiquement, sur les gens qui boivent du café, plus que 30 à 40% sont dépendants au café. Donc, la dépendance où on a bu de café. Donc, l'abus de café, c'est boire plus de 4 cafés, 3 à 4 cafés style expresso. C'est l'équivalence d'un expresso, le contenu de caféine de l'expresso. Bon, ça c'est très fréquent dans les gens qui travaillent dans des entreprises où souvent ils prennent une pause café, allez hop, ou qui ont des machines d'expresso à côté et pour passer un peu de temps, ils se mettent, dès qu'ils dépassent 3 à 4, ils sont en dépendance, en abus. Donc le week-end, ils vont pas être au milieu de travail, ils ne sont pas cette anxiété qui les pousse à boire du café, du coup ils baissent leur consommation de café, ils passent de 9 à 2 ou de 6 à 2 ou à 1 café. Et là, ils sont en quoi? Ils sont en sevrage de caféine. Sevrage de caféine, ça se manifeste par des céphalées. Donc, ce n'est pas des réelles crises de week-end, c'est des crises de sevrage de café, en réalité. Et c'est encore un troisième type de crise de week-end, parce que pour le plus hasard des choses, ça vient souvent le week-end, parce que c'est le week-end, on ne va pas avec les collègues à une machine de café pour prendre un café, donc on consomme moins. Et donc, c'est la troisième cause de déclenchement de crise de week-end. Mais ce n'est pas réellement de crise de week-end, parce que le week-end, ça passe par le système sérotonine et adrénaline. Ce sont des céphalées de sevrage de café. Donc, comment savoir que je suis dans cette catégorie-là? Ben, c'est simple, je calcule ma consommation de café et je vois est-ce que c'est mon tête vient quand j'ai baissé ma consommation de plus de 50%. Je suis passé de 6 à 3, suffit de faire des céphalées de sevrage de café. Très bien. Sabine, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'ai des questions qui sont revenues sur les réseaux sociaux. Sur l'apnée du sommeil, ce qui paraît évident, et des personnes qui citaient des troubles du sommeil pathologiques. Je ne me rappelle plus des noms qui traitaient, ont permis de diminuer la fréquence des migraines. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, je n'ai pas parlé de l'apnée de sommeil parce qu'en réalité, l'apnée de sommeil, c'est un cas à part. Parce que les céphalées qui sont déclenchées par l'apnée de sommeil, c'est sûr que quand on fait de l'apnée de sommeil, on va aggraver sa migraine. Mais l'apnée de sommeil ne peut pas causer des migraines. Il cause des céphalées liées à l'hypoxie que la personne connaît pendant
l'apnée de sommeil. Donc, quand est-ce qu'on cherche une apnée de sommeil? On cherche une apnée de sommeil, évidemment, il y a des cas un peu généraux pour l'apnée de sommeil, c'est les comorbidités comme le diabète, la surcharge pondérale qui font chercher une apnée de sommeil, le fait de faire un pause respiratoire pendant la nuit observé par le conjoint est également un élément pour chercher le fait d'être fatigué dans la journée, avoir des maux de tête. Ça pousse à chercher un apnée de sommeil. Mais je dirais ça, c'est un cas à part. Maintenant, si je suis quelqu'un qui fait des migraines et j'ai en plus des apnées de sommeil, je vais déclencher davantage des maux de tête. Et ça va être un peu compliqué de dire est-ce que mes maux de tête sont des migraines typiques ou pas typiques. Peu importe, si je suis migraineux et si j'ai une mauvaise qualité de sommeil la nuit, si je suis fatigué dans la journée par autre chose que ma migraine qui a des fortes raisons de me fatiguer dans la journée, mais là, j'ai pas de migraine et je me sens également fatigué ou j'ai d'autres choses qui me poussent à penser que je fais des apnées de sommeil, il faut faire un enregistrement de sommeil et corriger ça. Donc, on peut dire beaucoup de choses sur apnée de sommeil et migraine, parce que même parfois, évidemment, corriger mon apnée de sommeil ne va pas corriger ma migraine. Si je suis migraineux à la base, et si j'ai, par exemple, déclenche des migraines à cause de rythme de vie ou à cause des règles, c'est pas parce que j'ai un appareil pour régler mon apnée de sommeil que je n'aurai plus de migraine. Donc, c'est un cas à part, il faut la chercher à part. Et donc, il y a des différentes interférences qui sont avec l'apnée de sommeil. C'était quoi, Sabine, la deuxième question? La deuxième question, c'est les troubles pathologiques du sommeil. J'ai trouvé cette question sur un forum, je ne me rappelle plus du… Et donc les troubles pathologiques de sommeil, il y a, donc ça, pour la nuit, il y a l'apnée, les hypopnées. Pour la journée, il y a la narcolepsie et les persomnies idiopathiques, qui sont des maladies qui font qu'on dort beaucoup dans la journée. Et donc, on est fatigué et cette fatigue entraîne des migraines. Donc, c'est vrai, c'est pareil pour l'apnée de sommeil. Donc, un point essentiel, je ne veux pas développer de migraine à cause de l'apnée ou à cause de l'hypersomnie ou à cause de la narcolepsie. Je vais avoir des maux de tête qui ne sont pas forcément des migraines typiques. Par contre, si je suis à la base migraineux et j'ai une de ces trois maladies la plus fréquente, là, évidemment, je vais déclencher davantage des maux de tête. Alors, quels sont les mécanismes avec lesquels les hypersomnies et les narcolepsies, c'est des maladies qui font qu'on s'endort n'importe où, s'endort dans la journée, on est fatigué. C'est rien que par la fatigue, ça entraîne des migraines. Parce que la fatigue, c'est une des causes, une des facteurs déclenchants qui n'est pas spécifique. On peut être fatigué pour beaucoup de choses, y compris par les troubles de sommeil. Donc, les troubles de sommeil atypiques entraînent des migraines par le biais de la fatigue et par le biais de l'hypoxie dans le cas de l'apnée de sommeil. L'arrêt respiratoire entraîne une baisse d'oxygène au niveau du cerveau. Cette hypoxie entraîne une fatigue et entraîne également des migraines. Je pense. Avez-vous d'autres questions? Il y avait des questions, mais qui étaient plus d'ordre privé. Je ne sais pas si tu les vois. Oui, je vois où les personnes citent leur traitement. Non, il vaut mieux éviter, ce sont des données protégées. Donc là, ce sont des questions à poser à son médecin traitant ou alors à son neurologue. On peut pas parler de questions personnelles, de son traitement personnel. Oui, il y avait la question, la combinaison, est-ce que je dois me retrouver dans l'un des types? Évidemment, on se retrouve souvent dans plusieurs sous-types, mais l'idée de préciser ces différents sous-types, c'est de pouvoir manager le traitement au cours de la vie de la personne. Quand la personne ne répond pas à un type, on essaye le traitement des autres types et parfois on peut être amené à associer plusieurs traitements de ce type de la migraine associée à un bêta-bloquant avec un antidépresseur dans les cas sévères où il y a plusieurs sous-types de migraine qui ne répondent pas à un seul traitement.
Donc, les migraines depuis l'accouchement, les crises sont calmées. Ok, oui, ça, on cite des médicaments. Je ne sais pas, vous avez d'autres questions? Moi, je Il pensais- existe des traitements de la céphalétension. Évidemment, il existe des traitements de la céphalétension. Donc, la céphalétension partage certains traitements avec la migraine. Donc, il faut savoir que les antidépresseurs tricycliques, notamment le Laroxyl, traitent à la fois les migraines et les céphalétensions. Et également, les bêta-bloquants peuvent traiter des céphalétensions, qui sont des médicaments à l'origine pour l'hypertension artérielle. Jusqu'à quel point est-il important de différencier des migraines de céphalétension? C'est extrêmement important de différencier les deux. Je dirais même c'est capital parce que si j'ai des migraines, c'est pas les mêmes facteurs déclenchants, c'est pas le même mode de vie. Par exemple, prendre un verre d'alcool peut soulager une céphalétension si j'ai réellement une céphalétension. Et il peut déclencher une migraine, donc ce n'est pas le même mode de vie. Mais vous n'avez pas besoin du médecin pour ça. Ça, vous avez déjà fait des tests pour savoir quels sont les facteurs qui vous déclenchent les crises. Vous avez besoin, par contre, qu'on vous donne un diagnostic clair. Est-ce que vous avez fait des migraines ou des céphalétensions? La deuxième importance, c'est pas le même traitement pour la migraine ni la céphalétension. C'est pas les mêmes facteurs qu'on évite. Par exemple, le sport. Si les gens qui ont une céphalétension, ils font du sport, leurs céphalées, ils sont soulagés de leur céphalée. Par contre, en crise de migraine, faire du sport, ça aggrave la migraine. Donc, ce n'est pas du tout le même hygiène de vie, le même mode de vie. J'aurais une question, c'est un peu différent, mais c'est les variations des émotions dans la journée ou sur la semaine. Oui, c'est une sorte de trouble du rythme. Voilà, c'est les variations, moi, je dirais. Oui, tout à fait. Ça, on le voit beaucoup. Mais ça passe par le système adrénaline. Par exemple, en fait, la migraine partage avec l'épilepsie. Ça n'a rien à voir avec les deux, hein, même s'il y a une fréquence de deux pathologies, une association de la fréquence entre les deux pathologies. Ce n'est pas un hasard qu'on donne des antiépileptiques dans la migraine. Ils marchent aussi bien dans les deux. Les deux, ils sont des phénomènes paroxystiques. Ça vient par crise. Donc, les phénomènes paroxystiques sont déclenchés par certains centres du cerveau qui sont en hyperexcitabilité. Donc, le fait de baisser l'excitabilité de ces centres-là soulage les deux. Maintenant, je reviens à la question de Sabine par rapport aux variations des émotions. Les émotions passent par le système adrénaline. Quand vous êtes ému, vous libérez de l'adrénaline. Et donc, il y a des patients qui me racontent que pendant des événements qui ne sont pas agréables pour eux, évidemment, il y a un deuil ou une perte de quelqu'un cher, et quand ils étaient dans le top de leur émotion, ils n'avaient pas de migraine. Mais dès qu'ils ont lâché cette émotion, la migraine est arrivée. Les épileptiques décrivent la même chose, c'est que un épileptique, il va avoir la tendance, qu'il va sentir qu'il va déclencher une crise. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente sa vigilance, il augmente son adrénaline. Il est très attentif, il est là, il est en train de conduire, mais il se met à un mode de hyper-vigilance, hyper-activité, il bloque sa crise. Et dès qu'il n'en peut plus tenir son émotion comme ça et sa vigilance, il baisse ça, la crise vient. Et dans la migraine, on voit la même chose. D'ailleurs, le fait d'avoir des crises les premiers jours de vacances n'est pas innocent de ça. Et les migraines de week-end liées au système adrénaline, on est toute la semaine, on forme hyper-vigilance et on baisse notre attention, on baisse notre concentration, notre libération excessive d'adrénaline. Là, on déclenche la crise de migraine. Donc, les émotions et les variations d'émotions jouent également un rôle dans les ruptures de rythme de vie qui déclenchent des migraines. Moi, j'ai vu une question que je vais reformuler.
les témoignages qu'on a sur les personnes qui prennent des traitements anti-CGRP montrent que ces personnes ont l'air moins sensibles au rythme, à la régularité des rythmes. Du coup, elles peuvent se permettre des écarts plus que les personnes qui ne prennent pas des anti-CGRP, et ça leur permet, par exemple, d'aller au spectacle le soir, de décaler un petit peu le repas. On a des retours comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la prise d'anti-CGRP peut diminuer la sensibilité à la rupture des rythmes? Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Moi, c'est l'observation que j'ai sur mes patients traités également. Alors, pourquoi? Parce que en réalité, la physiopathologie de la migraine est un peu compliquée. On a parlé de système adrénaline, on a parlé de système sérotonine, on a parlé des systèmes hormonaux. Mais en réalité, tous ces systèmes-là vont arriver à une finalité qui est le système CGRP. Le CGRP, c'est la médiation de votre douleur finale. Je vais donner un exemple. Vous avez dans la maison, vous avez un frigo, vous avez une télé. Dans le frigo, l'électricité devient du froid. Dans la télé, ça devient de la lumière et des images. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a l'électricité. Si vous coupez l'électricité, vous n'avez plus de frigo et vous n'avez plus de télé. Et donc, dans notre exemple, la sérotonine, c'est le frigo et l'adrénaline, c'est la télé. Et derrière, c'est l'électricité, c'est le CGRP, c'est le produit final de la douleur. Donc, quand vous coupez l'électricité de toute la maison, à la limite, vous réglez tout ce qui est lié à l'adrénaline, tout ce qui est lié à la sérotonine, tout le problème de frigo, tout le problème de la télé, vous n'avez plus rien. Et en réalité, le CGRP, la substance CGRP, c'est la traduction même de la douleur. Donc, vous coupez, vous n'avez pas de douleur. Donc, c'est pour ça le système, la variation de rythme de vie devient caduque parce qu'ils ne se traduisent pas, dans tous les cas, par des CGRP, car le CGRP est bloqué par le médicament. Qu'en est-il de ceux pour lesquels, justement, ça ne fonctionne pas? Il y en a très peu, mais pour certaines personnes, les anti-CGRP, enfin, on dit 3 sur 10, c'est difficile, ça ne fonctionne pas trop. Là, en fait, c'est comme tous les médicaments, on n'a pas d'effet 100%. Pourquoi? Bon, les réponses qu'on peut apporter ne sont pas très scientifiques, c'est un peu pragmatique, c'est que finalement, notre système est mixte un peu, notre migraine n'est pas typique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudra réessayer des autres traitements de fond ou combiner des traitements de fond ensemble. Ou bien, parfois, on a une réponse partielle au CGRP. Donc, ceux qui font beaucoup, c'est arrêter tous les autres traitements de fond qu'ils ont pris avant. Mais parfois, si j'ai une réponse partielle avec un traitement de fond, moi, je conseille de continuer le traitement de fond dans un premier temps avec les anti-CGRP et petit à petit, quand je vois une amélioration, supprimer. Ou bien, si je n'ai pas de réponse complète avec les anti-CGRP, reprendre les traitements de fond qui me donnaient une réponse partielle. Il faut cumuler les effets bénéfiques pour arriver à un bon résultat. Je pense que c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Dr Dib. C'était très intéressant.